Je me propose d'aborder le sujet avec mon invité, donc Kamité. Et dans un premier temps, je vais vous donner une petite introduction sur le Togo. Alors tout d'abord, le président togolais, Faure Gnassingbé, c'est bien comme ça qu'on prononce? C'est Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé. Gnassingbé, ben oui. Voilà. Alors, heureusement que mon invité va pouvoir me reprendre. En fait, était réélu le 4 mars 2010 avec plus de 60% des suffrages exprimés à l'issue d'un scrutin contesté par l'opposition. Alors, celle-ci a en effet très rapidement soutenu que l'élection avait été remportée par Jean-Pierre Fabre, je prononce bien? Oui. Oui. Soutenu par le collectif de l'opposition, Front républicain pour l'alternance et le changement, la FRAC, ou le FRAC plutôt, puisque c'est le Front. Alors Faure aura fort à faire, c'est le moins qu'on puisse dire, pour apaiser le climat politique et rétablir la confiance. Il y a eu de nombreuses manifestations qui ont été organisées par l'opposition et qui ont réveillé de mauvais souvenirs. Ceux de la longue crise sociopolitique amorcée au début des années 1990 et qui n'a vraiment pris fin qu'en 2007 avec la tenue des élections législatives. Alors je voudrais peut-être poser une première question à Kamité parce que je vois que le Togo est devenu indépendant en avril 1960 et je vois que de 1967 à jusqu'en 2005, c'est-à-dire pendant près de 40 ans, c'est Gnassingbé Eyadema qui a été président et que lui a succédé en avril 2005 Faure Gnassingbé. L'un le fils de l'autre, c'est la question que je me pose. Oui, c'était exactement le fils de Gnassingbé, du défunt Gnassingbé Eyadema. Voilà. Donc, en fait, il s'agit d'une véritable dynastie. Ben oui, c'est ce qu'on pense au Togo. Un petit peu comme c'était le cas, c'est le cas au Congo, à la République démocratique du Congo, avec Joseph Kabila. Exactement. Voilà. Donc, c'est le même principe de ces dynasties, où on se perpétue de père en fils et où il y a soi-disant la démocratie, alors qu'en fait, c'est presque un clan familial comme un royaume, qui dirige le pouvoir. Alors peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire, au fond, quelques éléments sur l'histoire du Togo que tu connais? J'ai quelques éléments. Je sais que le Togo, en fait, a été une colonie allemande avant de devenir une colonie française et finalement être indépendant. Oui. Voilà. Mais avant la colonisation allemande, qui avait-il au fond au Togo? C'était différents peuples qui étaient... est-ce qu'il y avait des royaumes? Comment ça se passait? Non, au tout début, donc avant la période coloniale, voilà. Donc il y avait des autochtones, les Bassari, les Tamberma, qui s'étaient installés dans les régions montagneuses au nord du pays. Ah, d'accord. Et puis sont venus les Haoussa, donc qui étaient des musulmans qui venaient du Dahomey, donc le Bénin actuel, et du Ghana aussi. Donc ils ont envahi la région au sud du Togo. Ah, c'est ça. Oui. D'accord. Et est-ce que avant que le Togo ne devienne une colonie allemande, est-ce que ce territoire faisait partie d'un royaume ou bien c'était toutes des petits territoires séparés les uns des autres? Non, je crois que ça faisait partie du grand royaume de Dahomey. Donc c'était une vaste terre. Oui. Et puis il y a eu des populations autochtones, comme je disais, qui sont installées au Togo. Oui. Puis il y a eu les colons portugais qui sont passés au Togo. Oui. Donc avant qu'il y ait le partage du Togo sous la colonisation française. C'est ça. Oui. C'est ça. Et est-ce qu'il reste encore des traces de l'époque coloniale allemande? Oui, bien sûr, parce que on a les ponts qu'ils ont laissés, donc surtout au nord, et le chemin de fer.
Donc, Oui. Ils ont été construits par les Allemands. Oui. Mais malheureusement, ils n'ont pas voulu imposer leur langue parce qu'ils trouvaient les Togolais indignes et Oui. incapables de pratiquer cette langue. Donc, il reste quelques traces de la langue allemande dans le quotidien des Togolais. Ah oui. Oui. Et quoi, par exemple? Tu pourrais nous l'expliquer? Oui. Morning, par exemple. Donc, dire non, morgen et quel autre mot, je ne sais pas. C'est ce dont je me souviens parce que mes parents sont mieux placés pour en parler, mais Oui. là. Mais oui. donc, des mots de tous les jours pour, quoi, pour se saluer, alors? Oui, pour Non. se saluer, effectivement. Pour se saluer. Oui. C'est ça. Oui. Et est-ce qu'il y a encore des localités au Togo où il y a, comment dirais-je, des noms de localités qui portent des noms allemands ou pas du tout? Non, malheureusement pas. Parce Non. que sous la période allemande, c'était Oui. plutôt des noms, c'était plutôt l'anglais qui avait l'influence sur l'éducation et toute autre chose comme les noms Ah de oui, villes c'est et ça. tout ça, oui. Donc c'est pas comme par exemple en Afrique dans l'Afrique dans le sud-ouest africain où il y a encore des villes qui portent des noms allemands. Ce n'est pas le cas donc pour le Togo. Non, ce n'est pas le cas, Ce malheureusement. n'est pas le cas pour Oui. le Togo. Ouais, ce n'est Et pas le est-ce cas. qu'il y a des liens particuliers entre le Togo et le Cameroun, qui a été aussi en grande partie sous l'autorité allemande? À ce que je sache, il n'y a aucun Non. lien. Non, non. Non. On a plus des liens avec le Ghana et le Bénin. Avec le Ghana. Donc Oui. c'est les deux pays voisins. Exact, oui, c'est exact. Voilà. Alors, j'ai le plaisir enfin de recevoir mon second invité qui vient d'arriver et qui s'appelle Modeste Kpeli. J'espère bien prononcer les... Oui, justement, c'est ça le nom. Modeste Voilà, Kpeli. et qui vient d'arriver, qui n'osait pas rentrer dans la pièce, et donc je me suis empressé d'inviter. Voilà. Maintenant, il est assis parmi nous. Et je voudrais peut-être vous poser quelques questions avant de poursuivre avec les autres aspects du Togo, peut-être sur sa géographie. C'est quel type de pays? J'ai regardé un petit peu la carte et l'échelle. J'ai vu qu'en fait, c'est un pays qui est très allongé à partir de la côte. Oui. Hein, il paraît un petit peu découpé. Les différents pays dans cette région sont découpés à partir de la côte. Oui. C'est le golfe de Guinée, Oui, oui, hein, oui, c'est sauf le erreur golfe de de ma Guinée. part. Exact. Hein, et la côte, apparemment, elle a 150 km, quelque chose comme ça, d'après ce que je peux voir, d'après l'échelle ici. Oui. Mais je ne sais pas si mes chiffres sont bons. Mais c'est un pays qui est assez long, qui a entre 600 et 800 km, apparemment. Si je vois l'échelle, mais l'échelle n'est peut-être pas bonne. Ouais. Sur la longueur, je pense que le Togo fait environ 600 à 700 km. Voilà, 600, 700 km. Et sur la largeur, 50 km. 150. Non, 50. 50, oh oui, donc c'est beaucoup plus étroit. Mais Oui, donc, c'est beaucoup plus. l'échelle que j'ai n'est pas bonne. 50 km. Voilà, donc c'est un peu comme la côte belge, quoi. Exact. Sauf que le pays est beaucoup plus profond. C'est 2 fois plus profond que non, que dis-je, 3 fois ou 4 fois plus profond que la Belgique. Alors, j'ai vu que la surface correspond en gros à 1 fois 0,7 ou 0,8 la Belgique, hein, parce qu'en Belgique, il y a, sauf erreur de ma part, 33 000 km², et je vois que au Togo, il y a 56 000 km². Donc c'est 600 km. voilà, donc c'est 1 fois 0,7 ou 0,8 la Belgique. Par contre, le nombre d'habitants, vous le connaissez? Bon, je peux dire que selon les estimations, en 2008, on disait 5 900 000. Donc, Oui. on peut dire en 2010 que ça fait On vraiment a 6 millions. 6 millions, c'est Voilà. ça. Donc la population, elle correspond à un peu Et avec plus que une la da- moitié de la population belge. Voilà, avec une densité de 108 et Habitants par kilomètre carré. Voilà. Voilà, d'accord. Alors ça, c'est pour le localiser et avoir une petite idée de ses dimensions. Alors maintenant, quel type comment dirais-je, de relief et de végétation trouve-t-on au Togo? Depuis la côte jusqu'au nord du pays. Alors qui répond? Pour que vous ne répondiez. Je commence alors par voilà. le nord et comme ça il peut me Honneur aux dames. seconder. Honneur aux dames. Ouais. Donc au nord du pays, on a la savane. Oui. Et la région est plus montagneuse qu'autre chose, donc et le sol est un peu aride. Et Oui. le sud.
Ouais, bon, comme elle le disait, donc le Togo, on peut dire que le Togo est en quelque sorte divisé en deux. Oui. Donc si on prend le nord, il y a 2 saisons, il y a la saison pluvieuse et la saison sèche. Et le sud, il y a une grande saison pluvieuse et une petite saison pluvieuse. Pareil Sèche aussi. alors? Non. Non, une grande et une petite. Voilà. Et il y a aussi une grande saison sèche et une petite saison sèche aussi, au sud. Au sud. Ouais. Donc sur l'année, il y a 4 saisons qui alternent. Qui alternent. Voilà, c'est ça. Il y a une petite et une grande. Et ça correspond à quel mois chez nous? Quel mois de l'année? Bon, la grande saison, je pense au mois d'août. Ça, c'est la grande saison pluvieuse. Voilà, pluvieuse. Oui. Donc, et août, septembre, comme ça c'est... Voilà. Et alors, quand on dit pluvieux, il pleut à cordes. Alors là, ce sont des pluies... on peut prendre sa douche, quoi. Voilà. Je veux dire, c'est ça, oui. C'est vraiment une région où il pleut vraiment abondamment. Et au nord... Oui. Bon. Et alors, j'ai pas entendu. Au nord, il y a la savane, mais au sud, c'est quoi? C'est de la forêt? La forêt, voilà. Au sud, la forêt, oui. C'est la forêt. C'est de la forêt, oui. Et il fait un peu plus froid que le nord. Donc alors, ça fait quoi comme température? Pour le sud d'abord. Oui. Pour la saison alors plus pluvieuse, je dirais. Ouais, je crois qu'on va tourner autour des 30 degrés, 32, donc autour des 30 degrés. Et plus au nord, c'est les 40, quoi, on frôle les 45. Ah oui, d'accord. Oui, parce que et alors les températures les plus froides au Togo, c'est à quel moment? Ça, je dirais souvent ça au mois. Bon, nous on appelle ça au temps d'harmattan. Au fait, c'est l'harmattan, c'est un vent sec qui vient du nord, donc du Sahara. Du Sahara vers le sud. Donc ça vient du nord vers le sud et c'est un vent sec. Par contre, au sud, on a un vent humide et ça, c'est ce qu'on appelle la mousson. Donc l'harmattan, c'est entre le mois de décembre et janvier. Exact. Entre le mois de décembre et janvier, oui. Il y a d'ailleurs une maison d'édition à Paris qui s'appelle l'Harmattan, hein, voilà. Et que je crois que en Belgique et en France, on connaît surtout l'Harmattan plus par le nom de la maison d'édition que par le type de vent. Oui, voilà. Entendu. Alors, puisqu'on était dans la présentation du pays, tout à l'heure, Kamité nous a dit quelles étaient les populations que l'on trouvait avant la colonisation. Je suppose qu'elles sont toujours là. Je vois qu'il y a essentiellement des Kiwés, des Kabyés, des Minas, entre autres. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu de quoi il s'agit? Je prononce sans doute très très mal, mais dites-moi un petit peu à quoi ça correspond. Ce sont des peuples qui possèdent des langues très différentes ou qui sont apparentés? Au fait, le Togo, on peut dire que le Togo a une quarantaine de dialectes. Oui. Une quarantaine de dialectes, donc ça veut dire ce qui fait aussi une quarantaine de peuples aussi. Oui. Voilà, mais quand on prend par région, il y a quelques peuples qui sont un peu parentés, comme vous le dites, en quelque sorte. Voilà. Mais est-ce qu'ils peuvent communiquer entre eux malgré tout? Oui, ça c'est facile à... Donc, entre ces langues-là, je veux dire, elles sont très proches. Voilà, oui. Donc, ce sont des dialectes, comme, je ne sais pas dire, entre le wallon et puis le français en quelque sorte. Oui, d'accord. Entre des dialectes romans, quoi. Voilà, donc exactement. Le picard, le champenois ou des langues comme cela. On peut voir ça surtout en France. Oui, je comprends. Je comprends. Au fait, c'est juste quelques mots qui sont différents. Mais est-ce qu'il y a quand même des grands groupes, c'est-à-dire quand on parle de ces 40 dialectes, est-ce qu'ils se regroupent en 2 ou 3 langues plus générales, où là, on a vraiment des difficultés pour se comprendre. C'est ça que je veux dire. Au Togo, parce que ça, c'est les politiques qui ont essayé de faire ça. Donc, au Togo, avec une quarantaine de dialectes, ils ont choisi, le français qui est la langue officielle, ça. Oui. Donc, et 2 langues qui sont 2 langues nationales, et ce sont des langues qui sont étudiées à l'école. Ah. Voilà. Donc, au sud, et quelles sont ces 2 langues? Oui, il y a le Kabyais. Et le V, le Mina, quelque sorte. Et le Kabyais, ça s'enseigne où? Dans le nord, dans le sud? le Kabyais s'enseigne, ça s'enseigne au nord. Oui. Et le Mina qui s'enseigne au sud. Ah, d'accord. Voilà. C'est ça. Mais par contre... Et ça, ce sont des langues très différentes. Oui, ce sont des langues très différentes. Ça, ce sont vraiment des langues, ce ne sont pas des dialectes. Non. Ce sont des langues aussi différent que l'italien avec l'anglais, quoi. Voilà, oui.
Mais bon, par contre, il y a une chose, c'est que le V qui est au sud, c'est une langue qui a tendance à dominer. Donc, même jusqu'au fond du Togo, il y a presque même tout le monde qui parle cette langue. Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Oui. D'accord. Alors, on va un petit peu progresser, toujours dans la présentation. Et puis, on abordera un peu plus les aspects politiques, les aspects économiques et sociaux actuels. Mais on est toujours dans la partie, je dirais, présentation. Alors, je vois que la population urbaine est très importante. On parle ici de 42%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui habitent dans les villes. Oui. Par rapport à, alors que l'agriculture est très importante, il y a un alors, est-ce que ce sont des paysans qui sont partis de la campagne parce qu'ils n'avaient pas du travail ou parce que les rendements à la campagne de l'agriculture n'étaient pas suffisants, ils ont dû partir comme dans beaucoup de villes, pays africains, vers les villes, mais où ils ont peut-être des difficultés à vivre, où ils vivent peut-être chez des cousins qui, eux, ont un emploi, et alors ils font partie de ces grandes familles africaines que l'on connaît, où il y a 25 personnes qui vivent autour du cousin, qui, lui, gagne bien sa vie, ou bien il y a d'autres raisons. Ça m'intéresse d'avoir quelques précisions à ce sujet. Ouais, sur ça, moi je dirais que c'est à cause du manque de rendement. Que, oui. Voilà, les paysans sont obligés... Donc, de partir vers la ville. De partir vers la ville. Et alors, quand ils arrivent en ville, ils font quoi? Quand ils vont en ville pour retourner, pour espérer trouver un cousin ou un membre de leur famille qui va pouvoir les aider, ou bien est-ce qu'ils ils trouvent un emploi comme artisan, comme commerçant, ou comme ouvrier, ou comme employé dans l'administration? Bon, employé, il faut que la personne ait déjà des diplômes, hein. Bon, ça passe, ouais. Mais comme vous le dites, il y a un peu de tout. Donc, il y a d'autres qui arrivent parce qu'il y a son frère ou son cousin qui dit, bon, viens, je vais t'aider. Et ça se passe. Mais il y a d'autres, il part en aventure, mais bon. Et ils réussissent, comme d'autres. Par contre, non. Finalement, ils ne réussissent pas. Ils regrettent, finalement, d'avoir abandonné. Ah oui, c'est ça, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des, par rapport à, c'est Lomé, la capitale, c'est ça. Lomé. Est-ce qu'il y a des bidonvilles à Lomé? Donc, c'est-à-dire des quartiers très pauvres où on a des habitations très précaires et où, par exemple, pendant la saison des pluies, quand il y a des inondations, etc., on se trouve dans des situations très difficiles. Je dirais qu'à Lomé, presque toute la ville. Presque toute la ville. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et souvent, c'est ce que moi j'aime dire aux gens ici, c'est que l'Afrique est un peu riche. Donc, si je prends le cas, en général, l'Afrique est riche, mais seulement cette minorité est détenue cette richesse est détenue que par une minorité. Donc, c'est le cas au Togo. C'est ça. Donc, elle est détenue que par une minorité. Donc, le bas peuple souffre d'un côté. Voilà. Donc il y a un pays qui connaît une situation assez classique pour l'Afrique occidentale, ou l'Afrique équatoriale. Donc, c'est ça, c'est une situation assez classique. Et alors, vous venez tous les deux de régions différentes? Non. Vous venez de quelle région? Du Nord, tous les deux. Du Nord. Ouais. Donc des régions des savanes. Voilà. Plutôt, plus ou moins. Si j'ai bien compris ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Plutôt la région des savanes. Oui, parce qu'il y a une région qui s'appelle la région des savanes, mais pour dire le climat en général vers le nord, donc c'est une région savaneuse, mais il y a quand même une région aussi qui s'appelle la région des savanes. Donc il faut le préciser. On vient du nord, là où le climat il est plus donc sec et tout. Plus sec, oui, c'est ça. Et alors, dans cette région-là, est-ce qu'il y a de l'élevage? Parce que dans les régions de savane, c'est plutôt des régions qui ne sont pas destinées à l'agriculture, mais où il y a plutôt des gens qui font de l'élevage. Est-ce qu'il y a de l'élevage dans vos régions ou pas du tout? Dans notre région, dans la région, il y a l'élevage, mais moi je pourrais dire que c'est plus... encore plus... Voilà, plus loin, donc vers le nord, plus... L'extrême nord. Voilà, l'extrême nord, alors. Qui a plus l'élevage. Et c'est quel type d'élevage? Qu'est-ce qu'on élève comme animaux? Il y a les bovins, les caprins. Ah oui. Et, maintenant aussi, il y a beaucoup de cochons qu'on élève. Ah oui, les cochons parce aussi. Parce qu'ils produisent rapidement, évidemment, la viande en temps assez court. Surtout la région savane, elle est réputée pour les pintades. Les pintades, donc les volailles aussi. Les volailles, oui. Ah, les volailles. Oui. Ah oui, c'est ça. D'accord. Alors, je poursuis.
Oui, tout à l'heure, j'interrogeais Kamité par rapport, je dirais, au passé colonial le plus lointain, c'est-à-dire allemand. Je parle pas du passé colonial français, mais si toi-même tu as décidé de faire des études d'allemand, c'est parce que quand même au Togo, j'imagine, il y avait un enseignement d'allemand, ou bien pourquoi tu fais de l'allemand? Est-ce que ça a un rapport quand même avec l'histoire du Togo? Ou l'histoire de ta famille, ou pas du tout? Ou c'est un intérêt pour cette langue que tu as comme ça? Non, ça a quand même un rapport avec le Togo, parce que malgré tout, les Togolais voulaient être un peu, disons, et ils voulaient exprimer leur gratitude envers les Allemands, qui n'ont même pas voulu qu'on apprenne la langue. Oui. Donc, chez moi au Togo, le système est un peu comme le système français. Donc, quand vous arrivez au lycée, vous avez le choix d'aller dans la série littéraire où la langue elle est imposée, donc vous n'avez pas le choix, donc vous devriez apprendre l'allemand, l'anglais et en plus le français. Et alors les autres. Le français d'office. Exactement. Donc, comme j'étais littéraire, je n'avais pas le choix. Et en plus, c'est parce que j'ai peut-être un don pour les langues et j'aimais cette langue. Je me suis dit, pourquoi pas un jour je voyagerai, je connaîtrai mon ancienne colonie, parce qu'ils ont quand même laissé beaucoup plus de choses que les Français. Je suis désolée de le dire. L'ancienne métropole, tu veux dire? Oui, exactement. Métropole, oui, pardon. Oui. Entendu. Mais non, c'est un lapsus assez significatif. Parce que l'autre jour, c'était dimanche à la télévision, il y a un humoriste belge qui a dit, parce que la Belgique, comme vous le savez, est dans une situation politique assez particulière pour l'instant, et alors il y a un humoriste belge qui a dit à un moment donné, oui, nous ne savons plus qui nous sommes, peut-être allons-nous devenir une colonie du Congo. Alors je trouvais ça assez comique, évidemment, de se retrouver dans la situation la même que moi. Mais oui, on retourne, puisque toutes les solutions sont possibles à l'heure actuelle, comme vous savez. Voilà. Alors, je poursuis. En ce qui concerne la religion maintenant, on dit qu'au Togo, il y a des animistes, des catholiques, des musulmans, des protestants. Mais est-ce qu'il y a certaines de ces religions qui dominent plutôt en milieu urbain ou en milieu rural, au nord ou au sud, ou dans certaines classes sociales? Donc vous voyez que ma question est assez large, elle couvre un spectre assez large. Si vous voyez les animistes, j'imagine que les animistes, on les trouve peut-être plutôt en milieu rural. Non, je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Oui, ou bien c'est un préjugé d'Européen occidental comme ça, d'imaginer qu'on trouve plutôt les animistes à la campagne et les gens qui ont une religion monothéiste dans les villes. Oui, comme vous le dites, souvent, au Togo, oui, les animistes, surtout c'est dans les campagnes, Donc, et dans le milieu urbain, c'est plus les chrétiens, comme on les chrétiens, voilà. C'est ça. Ouais. Et alors, Kamité. Je voudrais souligner que sur le plan national aussi, on s'est distingué les régions. Donc il y a trois religions qui les trois religions, donc l'islam, le catholicisme et le protestantisme. Oui. Donc plus au sud, donc à l'extrême sud, on a les protestants. Oui. Et au centre, c'est plus les musulmans, et plus au nord, c'est les catholiques. Ah, plus au nord, les catholiques. Ouais. Ah oui. Et ça, est-ce que c'est peut-être lié au fait que les protestants, avec la présence du Ghana à côté, qui était quand même une colonie anglaise, et il y a quand même le Nigeria qui est pas très loin non plus, je ne sais pas. Tandis que les catholiques, au fond, ça s'expliquerait plutôt par la proximité du Niger, du Mali, de ces régions qui étaient des colonies françaises, tandis que les colonies anglaises sont plutôt en bordure, ou bien ça n'a rien à voir. Moi, je dirais que non, ça n'a rien à voir, mais seulement si on remarque plus de protestantisme au sud, c'est parce que vu qu'il y a la capitale, donc alors tout ce qui arrive souvent, ça commence par la capitale avant de monter peut-être. Ah oui, mais ce serait pas lié justement à des pasteurs américains ou anglais, parce que je vois la carte quand même, il y a le Ghana et le Niger. Bon, il y a le Bénin bien entendu, mais il y a le Ghana et le Nigeria qui est pas très très loin. C'est quand même des pays anglophones. Oui, c'est des pays anglophones, mais bon. Oui.
Mais c'est donc le protestantisme, il est arrivé plutôt alors par les ports, par le port, voilà, de Lomé, tandis que voilà. l'islam, ça c'est sûr qu'il vient du désert, enfin il vient du nord, le Donc Mali, il vient le Niger, des Haoussa, oui. Mais bon, par contre, les musulmans, eux, ils sont au centre. Ils sont au centre du ah oui. Voilà. Mais est-ce qu'ils n'ont pas été repoussés par les catholiques à un moment donné? Peut-être ils étaient plus honorables. Enfin, je n'en sais rien. Ce sont des hypothèses que je formule sans connaître l'histoire de votre pays. Hein. Voilà. Et alors, quand on parle de l'animisme, c'est quel type d'animisme? C'est la croyance donc aux esprits, à l'esprit des ancêtres, à quoi, au fond? Ouais, les animistes. C'est la croyance aux ancêtres. Donc, aux ancêtres. Oui. Auxquels il faut rendre hommage, un culte, parce que sinon on va avoir des ennuis dans sa vie, c'est ça? Oui, plus au sud, donc ils ont adopté le vaudou qui vient du Bénin et oui. Ils sont vraiment, comme vous le dites, ils ont un culte peut-être annuel, mensuel et au nord, on a un animisme, mais qui n'a rien à voir avec le vaudou. C'est plus des pratiques. Ah oui, d'accord. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Alors, je poursuis. Alors, on va peut-être reprendre un petit peu l'histoire politique récente, hein, avant que Modeste n'arrive. Hein, donc, j'ai évoqué l'élection récente. Alors, je prononce très mal son nom. Tu peux bien le prononcer, Kamité? Peli. Non, on a des... Non, je parle du président. Le président. Ah oui, Faure Gnassingbé, excusez-moi. Oui, parce que je le prononçais mal. Oui, j'ai bien compris que ça c'est ton prénom. Mais ton nom. Mais donc, voilà. Et, j'expliquais qu'il avait eu, le 4 mars, plus de 60% des suffrages exprimés. Et que au fond il appartenait à une sorte de dynastie nationale puisque son père déjà avait été président pendant 38 ans. C'est ça. Alors, Kamité m'a dit que dans ta famille, tu appartiens à une famille qui est dans le personnel politique. J'ai bien compris, c'est ton père? Non. Ah bon. D'accord, entendu. Alors je confonds avec un autre invité qui aurait dû venir et qui n'est pas venu aujourd'hui. Entendu. Alors, donc, sur le plan économique maintenant, le pays est en voie de redressement, ce qui lui permettra, et je lus, de lui permettre de voir sa dette effacée assez rapidement parce qu'il est un bon élève de la classe aux yeux du Fonds monétaire international. Je vois que la dette publique extérieure est quand même assez élevée, près de 650 milliards de francs CFA, ce qui correspond, si je prends bien ma calculette, à plus ou moins 1 milliard d'euros. C'est ça, 1 milliard d'euros. Et je vois que ce milliard d'euros devrait être presque totalement effacé suite justement aux progrès qui sont menés. Alors, est-ce que ces progrès sont menés? Alors, la notion de progrès aux yeux du Fonds monétaire international est une notion évidemment très relative, parce que progrès signifie que l'on a des plans d'ajustement qui réduisent tous les plans sociaux la plupart du temps, hein, au profit de ce qui est immédiatement rentable dans l'économie. En général, c'est souvent comme ça dans les pays du tiers-monde. Hein. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, on est vraiment d'accord parce que c'est quelque chose qui est virtuel, c'est pas effectif. Attendez, d'abord, Kamité termine. Oui, je disais que c'est quelque chose qui est virtuel, ce n'est pas effectif parce que sur le terrain, c'est pas vraiment... je ne vois pas une amélioration sur le plan social. Ah non, ça certainement pas. C'est ce que je dis, au fond, oui, c'est ça. Exact. Donc c'est progrès dans les efforts pour ne pas trop dépenser. C'est ça, en fait. Justement. Pour ne pas... effort structurel, on comprend ce que ça veut dire, c'est par rapport aux banquiers.
c'est pas par rapport à la population. Okay. Donc je suppose que les besoins en termes d'éducation, de santé ou simplement de bien-être social, mais viennent au deuxième plan aux yeux du Fonds monétaire international. Je suppose que c'est ça qui veut être dit, comme pour les autres pays, des pays en voie de développement, les pays du tiers-monde, c'est ça. Est-ce que vous pourriez un petit peu décrire la situation sociale au Togo? Il y a combien de temps que vous vivez en Belgique? Est-ce que vous retournez de temps en temps au Togo, ou c'est pour avoir une petite idée de si ce que vous pouvez décrire correspond à une situation très récente ou qui correspond déjà à une situation qui a déjà plusieurs années? C'est ça que je voudrais savoir dans un premier temps. En fait, vous retournez de temps en temps au Togo ou... Ouais, récemment, j'étais au Togo il y a 2 mois. Après voilà. 6 ans d'absence. Voilà. Alors, pourrais-tu nous décrire, et tu as été combien de temps là-bas? 1 mois ou 2 mois? Oui, disons 1 mois, presque. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire si tu as vu une différence en bien ou en mal sur le plan social, je dis bien ici, par rapport à ce que tu as connu il y a 6 ans? C'est ça. Il y a une toute petite amélioration parce qu'elle n'était pas vraiment nette, parce que j'avais l'impression de revoir les mêmes personnes qu'il y a 6 ans. Mais à côté, je voyais peut-être que les gens ont évolué, surtout les mentalités, et les gens ont essayé, ils se sont dit, s'ils s'attendent à l'État, ils ne vont pas vraiment trouver quelque chose de bon. Donc, ils ont essayé de construire leurs propres entreprises, mais avec leurs propres moyens. Donc il y a une toute petite amélioration, mais sur 6 ans quand même, c'est un peu déplorable, quoi. Et donc ça, c'est au niveau des petites et moyennes entreprises. Oui. Là, à ce niveau-là. Oui. Et alors sur le plan, quel plan encore? Sur le plan peut-être dire quoi? Qu'est-ce que je dirais? Physique, le Togo n'a pas vraiment changé. Il y a un peu de construction par-ci par-là, et c'est souvent des gens qui viennent de l'extérieur, ce ne sont pas des autochtones. Donc, ce sont des investissements étrangers. Oui, des investissements étrangers et des investissements des Togolais mais expatriés. Ah oui, d'accord, c'est ça. Et qui investissent alors dans leur pays d'origine. Quand même, ils essaient d'investir, ouais. Voilà. Et justement, quelle est la part du tourisme au fond au Togo? Est-ce qu'il y a des gens qui vont au Togo, des Français ou pas? Est-ce que le tourisme pourrait être un facteur de développement du pays? Est-ce qu'il y a des attraits particuliers pour venir au Togo plutôt que dans d'autres pays de la région? Qu'est-ce qu'il y a au fond? La nature, je ne sais pas expliquer un petit peu. Bon, déjà, on peut dire qu'on a une côte attrayante. Oui. Ça veut dire qu'on a une plage qui peut déjà attirer du monde. Et il y a des lieux coloniaux qui sont restés intacts, donc les gens vont comme à Palimé, oui. Et sous la côte. Pas forcément. Ah non, pas forcément. Oui. Et vers le nord aussi, il y a au niveau de la savane, il y a des choses qui ont été faites entre-temps. Qu'est-ce qu'il y a comme faune au fond au Togo? Quel type on a parlé tout à l'heure des animaux domestiques pour l'élevage, mais est-ce qu'il y a un parc national ou quelque chose comme ça où l'on peut voir des animaux sauvages, ou c'est pas le cas? C'est le cas. On a 2 réserves nationales. Oui. Une réserve au nord et une autre, je crois, au centre. Au centre. Oui, donc on y trouve... Et c'est quel type d'animaux alors? Ouais, des éléphants, les grands éléphants. Des éléphants surtout. Ouais, des éléphants, des girafes, et des biches, des hippopotames, des lions aussi. Mais oui. Ah, on trouve des fauves aussi. Donc, oui, quand même. Ouais. Des lions. Ouais, des lions. Ah oui, c'est ça. Et du côté de la côte, est-ce qu'on trouve des espèces particulières d'oiseaux particulièrement intéressants? Non. Pas spécialement. Non, c'est plus au nord qu'il y a vraiment c'est plus au nord, cette donc vie, dans la région des savanes. Exactement, oui. Entendu. Mais j'allais dire à Modeste, il a oublié d'apporter son CD africain. Ben oui, pour mettre un peu de musique togolaise, quoi, parce que on a la nostalgie du pays, et alors de temps en temps on écoute les musiciens, les artistes togolais, et on mange aussi la nourriture africaine, la nourriture togolaise, surtout le foufou, la démé, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui fréquentent les Togolais. Alors expliquez un petit peu à quoi correspondent tous ces plats.
Voilà, puisque vous parlez des aspects culinaires. Oui. Expliquez un petit peu. Donc, au Togo, le plat de base donc est constitué de céréales. Donc, le maïs qu'on prépare en forme de purée, comme on pourrait le dire ici. Et ça s'accompagne toujours avec des légumes. Et on a le adémé. Oui. Et beaucoup d'autres. C'est du maïs, hein, c'est pas du manioc. Hein, non. La base, c'est le maïs. Le plat principal, c'est du maïs, qui est écrasé, quoi. Et donc, on obtient de la farine. Ah oui, d'accord. Donc, à base de ça, on prépare comme de la purée, mais plus épais. Plus solide. C'est ça, mais ce n'est pas cuit comme